Mon père ne m'a jamais rien donné et disait toujours, un bon enfant travaille dur, et c'est ce que j'ai fait. 15 ans plus tard, il m'a demandé de l'aide. Ce que j'ai dit était la dernière chose qu'il s'attendait à entendre. Mon nom est Rebecca et j'ai 42 ans. Il y a 5 ans, quand j'avais 37 ans, j'ai découvert que mon père avait transféré 247 000 $ du compte de notre entreprise familiale à mon frère cadet sans me consulter. De l'argent que j'avais généré en 8 ans de travail sans un seul jour de vacances, 63 heures de travail par semaine, du sang, de la sueur et d'innombrables jours fériés manqués. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas craqué. J'ai juste attendu qu'il m'appelle, mendiant une aide financière, quand son empire s'est effondré 2 ans plus tard. Vous ne croirez pas ce que je lui ai dit quand ce jour est enfin arrivé. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre lieu dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un qui était censé vous protéger. Vous voudrez absolument rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. J'ai grandi dans une famille modeste en Ohio. Mon père, Robert, a bâti une petite entreprise de distribution alimentaire à partir de zéro. Même enfant, je pouvais voir le schéma se dessiner. Mon frère cadet, Jason, était clairement le favori. Alors que je travaillais à l'entrepôt après l'école à 16 ans, Jason a reçu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. Quand je suis allé à l'université, j'ai payé mes propres frais de scolarité en travaillant à temps partiel. 2 ans plus tard, mon père a payé l'intégralité des études de Jason sans hésitation. Les hommes doivent être préparés à diriger, disait mon père chaque fois que je questionnais le favoritisme évident. Tu es intelligente, Rebecca. Tu t'en sortiras. Un bon enfant travaille dur, et tu as toujours été douée pour ça. Ma mère, toujours soumise à ses décisions, ne disait que, ton père sait ce qui est le mieux pour nous tous. Elle est décédée quand j'avais 22 ans après une longue bataille contre le cancer. Avec sa mort, j'ai perdu la seule personne qui se tenait occasionnellement entre moi et les attentes incessantes de mon père. Après sa mort, il semblait qu'une partie de mon père était morte aussi, sauf quand il s'agissait de Jason. Je me souviens d'être resté à ses funérailles, regardant mon père poser son bras autour des épaules de Jason. Je me tenais seul, à 1 mètre, invisible dans mon chagrin. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, serrant le gilet de ma mère. Il sentait encore son parfum de lavande. Sois forte, Becky, m'avait-elle chuchoté lors de notre dernière conversation. N'oublie jamais ta valeur. Je ne réalisais pas alors à quel point ces mots deviendraient prophétiques. Le matin après les funérailles, mon père a convoqué une réunion de famille. J'ai supposé que ce serait pour faire notre deuil ensemble ou nous soutenir mutuellement. Au lieu de cela, il a annoncé, la vie continue. L'entreprise doit continuer. Il m'a regardé directement. Rebecca, nous avons besoin de quelqu'un pour prendre en charge les tâches comptables de ta mère au bureau. Tu as un diplôme en commerce. Il est logique que tu interviennes. J'étais encore engourdi par le chagrin. Je n'ai pas le temps de faire mon deuil? La meilleure façon d'honorer ta mère est par le travail acharné, a-t-il répondu, sa voix dépourvue d'émotion. Un bon enfant travaille dur. Cette phrase encore, son outil de manipulation ultime. Jason, quant à lui, s'est vu dire de prendre tout le temps nécessaire pour gérer son chagrin. Il a passé l'été après la mort de maman en voyage en Europe, financé par mon père pour l'aider à guérir. J'ai fait mon deuil pendant des pauses de 15 minutes aux toilettes, pleurant silencieusement dans la salle de bain des employés avant de retourner aux feuilles de calcul et au traitement des factures. Mon salaire était à peine au-dessus du salaire minimum. C'est ta famille, disait mon père. Ta compensation, c'est de savoir que tu construis quelque chose pour ton avenir. Je l'ai cru. Ce fut ma première erreur. Pendant des années, je me suis accroché à l'espoir qu'un jour mon père me verrait vraiment, qu'il reconnaîtrait ma valeur, non seulement comme travailleuse, mais comme une fille méritant le même amour et les mêmes opportunités qu'il prodiguait à Jason. Chaque soir, je rentrais dans mon petit appartement loué tandis que Jason vivait dans la maison que notre père lui avait achetée comme cadeau de fin d'études. Je révisais les contrats jusqu'à ce que mes yeux brûlent, déterminé à prouver que j'étais digne de l'amour qui semblait venir si facilement à mon frère. Travaille juste plus dur, me disais-je. Finalement, il le remarquera. Je ne savais pas alors qu'aucune quantité de travail acharné ne serait jamais suffisante. Certaines personnes ne valorisent pas ce qui vient trop facilement. Et pour mon père,
ma loyauté et mon dévouement étaient aussi attendus que le lever du soleil. Ce que je ne pouvais pas voir alors, ce qui me prendrait des années et des chagrins à comprendre enfin, c'est que le problème n'avait jamais été ma valeur du tout. À 22 ans, armé de mon diplôme en commerce, je suis rentré chez moi, déterminé à prouver ma valeur. J'ai rejoint l'entreprise familiale au salaire minimum tandis que Jason, encore à l'université, recevait une allocation généreuse juste pour apprendre le métier pendant ses vacances d'été. Pendant les 8 années suivantes, j'ai travaillé sans relâche. J'arrivais à 6 heures et partais à 21 heures. J'ai obtenu de nouveaux contrats qui ont augmenté nos revenus de 43%. J'ai mis en place des systèmes de gestion qui ont permis d'économiser 95 000 $ par an. Chaque Noël, tandis que Jason recevait des cadeaux coûteux, je recevais une carte disant « Félicitations pour le bon travail. Continue comme ça ». Les louanges de mon père étaient toujours conditionnelles, toujours liées à la performance. C'est un bon rapport trimestriel, Rebecca. La prochaine fois, essaie d'augmenter les marges de 5% supplémentaires. Bon travail sur le compte Miller. Maintenant, voici tu peux obtenir le contrat Thomson aussi. Jamais simplement je suis fier de toi ou tu as fait un excellent travail. Toujours avec des conditions. Bien que mon salaire se soit progressivement amélioré au fil des ans, une grande partie a servi à payer les factures médicales que ma mère avait laissées. L'assurance ne couvrait qu'une partie de ces traitements, et mon père refusait d'utiliser l'argent de l'entreprise pour cela. Les affaires sont les affaires, disait-il. Ce qui restait de mon salaire, je le réinvestissais dans l'entreprise, croyant à la promesse implicite qu'un jour une partie me reviendrait. Au cours de ma 3e année dans l'entreprise, mon père m'a appelé dans son bureau un soir. « Rebecca, j'ai observé ton travail. Tu as fait preuve d'un véritable dévouement, a-t-il dit, sa voix anormalement chaleureuse. Mon cœur a bondi. Enfin, la reconnaissance que je désirais tant. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi. Je te concède une participation de 15% dans l'entreprise. J'étais stupéfaite. Merci, papa. Cela compte tellement pour moi. Il a hoché la tête, semblant légèrement mal à l'aise avec l'émotion dans ma voix. Eh bien, tu l'as mérité. Et ta mère aurait voulu que tu aies une part dans l'entreprise. C'était la première fois qu'il mentionnait ma mère depuis des mois. Plus tard, j'apprendrai que son testament stipulait que je devais recevoir une partie de l'entreprise, chose que mon père avait initialement tenté de contester, mais avait finalement concédé lorsque son avocat l'avait déconseillé. Ces 15% sont devenus ma bouée de sauvetage, ma preuve que j'avais ma place dans l'entreprise qui occupait toutes mes heures éveillées. Je m'y suis accroché comme un naufragé à une bouée. Chaque matin, je regardais Jason arriver tranquillement vers 10 heures, café à la main, bavardant avec les employés qui apprenaient rapidement à rire de ses blagues s'il voulait rester dans les bonnes grâces du fils du patron. Nuit tardive, lui ai-je demandé une fois après qu'il soit arrivé à 11h30. Papa comprend que j'ai une vie sociale, a-t-il répondu avec un sourire narquois. Tu devrais essayer d'en avoir une aussi, ma sœur. J'ai ravalé ma colère et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Pendant ce temps, la vie personnelle de Jason semblait avancer à une vitesse fulgurante comparée à la mienne. À 26 ans, il a eu un mariage somptueux avec Melissa, une mondaine qu'il avait rencontrée lors d'un gala de charité. Mon père n'a ménagé aucune dépense, louant le lieu le plus exclusif de la ville. 1 an plus tard, ils ont accueilli une fille, Emma. Mon père a immédiatement créé un fonds fiduciaire pour sa première petite fille. La famille est tout, a-t-il dit au baptême d'Emma. Tandis que je me tenais en arrière-plan, apparemment non incluse dans sa définition de la famille. Mais quelques tentatives de rencontre ont été de courte durée. Comment pouvais-je maintenir une relation quand le travail consommait chaque heure de veille? Quand chaque minute passée loin du bureau ressemblait à une trahison de mes responsabilités. C'est la 3e fois que tu annules, m'a dit mon dernier petit ami avant de quitter ma vie. Ton entreprise familiale ne te tiendra pas chaud la nuit. Rebecca, il avait raison, mais je ne pouvais pas le voir alors. Les factures médicales de ma mère étaient un rappel constant de ce qui arrive quand on est vulnérable. 237 460 $ au total. L'assurance a couvert 89 000 $. Mon père n'a rien contribué. Ta mère a choisi ce traitement expérimental, a-t-il dit quand j'ai demandé de l'aide. C'était sa décision, pas une dépense de l'entreprise, alors j'ai payé mois après mois, regardant mes maigres économies disparaître dans le système de santé qui n'avait pas réussi à la sauver. Jason,
pendant ce temps, n'a jamais contribué un sou. Je suis toujours en train de construire mon avenir, disait-il lorsque le sujet était abordé. Papa dit que je dois me concentrer sur ma carrière en ce moment. Le poids de tout cela, le traitement inégal, le fardeau financier, le besoin constant de me prouver, s'est installé dans mes os comme un froid qui ne disparaît jamais tout à fait. Pourtant, j'ai persisté. Je croyais que le dévouement finirait par être récompensé, que le mérite compterait finalement plus que le genre ou l'ordre de naissance. J'avais tort. La vérité m'attendait comme un prédateur dans les hautes herbes, patiente et inévitable, prête à déchirer les illusions sur lesquelles j'avais bâti ma vie. Mais pour l'instant, je continuais à travailler. Je continuais à espérer. Je continuais à croire en l'équité fondamentale d'un monde qui ne m'avait montré que ses aspérités. Si j'avais su alors ce qui m'attendait à mon 30e anniversaire, peut-être me serais-je enfui tant que j'en avais la chance. À mon 28e anniversaire, j'avais transformé notre petite entreprise régionale en une opération multi-État. Nos revenus annuels étaient passés de 1,2 million de dollars à 3,7 millions de dollars. Ma vie se résumait au travail, à des dîners occasionnels avec ma meilleure amie Amber et au sommeil. Rien de plus. Un soir, après avoir conclu un accord particulièrement difficile avec une chaîne nationale qui augmenterait nos revenus de 22% supplémentaires, j'attendais une reconnaissance de mon père. « Bon travail, Rebecca », a-t-il dit sans lever les yeux de son ordinateur. « Assure-toi que les détails du contrat sont correctement archivés. Pas de célébration, pas de bonus, juste une autre tâche à accomplir. » Cette nuit-là, Amber m'a écouté me défouler devant un verre de vin dans mon minuscule appartement. « Pourquoi continues-tu à te faire ça ?» a-t-elle demandé en remplissant mon verre. « Tu es brillante. Tu pourrais diriger ta propre entreprise maintenant. » J'ai fixé mon vin. C'est l'entreprise familiale. Maman aurait voulu que j'aide. Ta mère aurait voulu que tu sois apprécié, a rétorqué Amber. Quand as-tu pris des vacances pour la dernière fois, ou eu un rendez-vous, ou fait quelque chose juste pour toi? Je ne m'en souvenais plus. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail et j'ai trouvé Jason utilisant mon bureau pour une réunion avec des clients potentiels. Mes documents de présentation soigneusement préparés étaient éparpillés sur le bureau. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» a-t-il dit avec ce sourire narquois familier. Papa a pensé que ce serait bien que je prenne les rênes sur ce coup-là. J'ai ravalé ma colère et j'ai travaillé depuis la salle de pause, courbé sur une petite table destinée au déjeuner des employés. Lorsque le client a signé avec nous, mon père a emmené Jason dîner pour fêter ça. Je n'étais pas invité. Je me suis plongé plus profondément dans le travail, assumant des responsabilités supplémentaires sans compensation supplémentaire. J'ai réorganisé tout notre système d'inventaire, économisant à l'entreprise 63 000 $ dès la première année. J'ai développé des relations avec des fournisseurs qui nous ont permis d'obtenir des prix préférentiels, augmentant nos marges de 7%. Chaque succès a été accueilli par la même réponse. Bon travail. Continue comme ça. Pendant cette période, j'ai découvert que Jason avait reçu une carte de crédit d'entreprise avec une limite mensuelle de 10 000 $. Je devais soumettre des notes de frais même pour un déjeuner d'affaires de 20 $. Jason a besoin de divertir les clients, a expliqué mon père lorsque j'ai questionné la disparité. C'est différent. Différent. Toujours différent. En de rares occasions, j'ai aperçu des aperçus du conflit intérieur de mon père. Une fois, après un trimestre particulièrement réussi, en grande partie grâce à mes efforts, il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tu sais, Rebecca, tu me rappelles parfois », a-t-il dit doucement. Le dévouement, la motivation. Avant que je ne puisse répondre, il s'est éclairci la gorge et a ajouté, « Jason pourrait apprendre une chose ou deux de toi sur l'éthique de travail. » Ces moments m'ont donné de l'espoir, un espoir mal placé, comme il s'est avéré, qu'il finirait par me considérer comme l'égal de Jason. J'ai cessé de discuter. J'ai cessé de questionner. J'ai juste travaillé. Chaque soir, je rentrais chez moi dans un appartement vide, trop épuisé pour même réchauffer un repas correct. Je m'endormais sur le canapé, mon ordinateur portable toujours ouvert, pour me réveiller à 5 heures et tout recommencer. Ma santé a commencé à souffrir. Maux de tête chroniques, perte de poids, cernes sous les yeux qu'aucun cache-cerne ne pouvait masquer. « Tu as l'air terrible », a dit Amber sans détour lors d'un de nos dîners de plus en plus rares. « Ce travail est en train de te tuer,
Becky. Je vais bien, ai-je insisté, juste un peu fatigué, mais je n'allais pas bien. Je me fondais dans mon travail, ne devenant rien de plus qu'une fonction, un outil à utiliser jusqu'à ce qu'il se brise. Pourtant, je croyais toujours qu'un jour tout en vaudrait la peine, que mon père me verrait enfin comme une partenaire égale, digne des mêmes opportunités et du même respect qu'il donnait si librement à Jason. Je vivais pour les petits moments d'approbation, les rares occasions où mon père hochait la tête devant un rapport ou reconnaissait l'acquisition d'un nouveau client avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Comme une personne affamée subsistant avec des miettes, je me suis convaincu que ces petites bribes de validation étaient un festin. Avez-vous déjà travaillé si dur pour l'approbation de quelqu'un pour finalement réaliser qu'elle ne viendrait jamais? Laissez un commentaire si cette partie de mon histoire résonne en vous, car ce qui s'est passé ensuite m'ouvrirait enfin les yeux sur la vérité que j'évitais depuis des années. Tout a changé à mon 30e anniversaire. Après 8 ans de dévouement total, mon père m'a appelé dans son bureau. Enfin, ai-je pensé, il va reconnaître mon travail. Rebecca, je suis très fier de ce que tu as accompli ici, a-t-il dit, assis dans son fauteuil en cuir. Tu as vraiment compris ce que signifie travailler dur. Mon cœur battait la chamade. Enfin, la reconnaissance que je cherchais depuis si longtemps. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi. Je veux officialiser ton poste de directrice des opérations. J'ai souri brièvement, mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Merci, papa, ai-je répondu avec prudence. Ne me remercie pas. Tu l'as mérité. Il a souri. Oh, et je veux aussi t'informer que Jason a obtenu son diplôme. Il sera le nouveau PDG et possédera 60% de l'entreprise. Mon sourire s'est figé. Jason, qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans l'entreprise, serait mon patron et l'actionnaire majoritaire. L'injustice était si flagrante que je suis resté un instant sans voix. Et quelle sera ma part, ai-je réussi à demander, gardant ma voix stable. Tu conserveras tes 15% actuels, a-t-il répondu, comme s'il m'offrait un grand cadeau. Le reste reste avec moi pour l'instant. À ce moment-là, j'ai pensé à ma mère. Elle disait toujours qu'un jour mon père reconnaîtrait ma valeur. Elle avait tort. La pièce semblait s'incliner sur le côté. 8 ans à tout sacrifier en ma santé, mes relations, toute semblance de vie personnelle pour ça. Je vois, ai-je dit, ma voix creuse. C'est une bonne nouvelle, Rebecca, a dit mon père, fronçant les sourcils devant mon manque d'enthousiasme. Tu obtiens le titre pour lequel tu as travaillé. Et Jason obtient l'entreprise, ai-je répondu sèchement. L'expression de mon père s'est durcie, mais j'ai attrapé un éclair de quelque chose d'autre derrière ses yeux. De la culpabilité, du doute. C'est disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Jason est mon fils. Il fait perdurer le nom de la famille. Et moi, je suis quoi, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec la question. Il a cligné des yeux, sincèrement confus. Tu es ma fille, bien sûr. Juste pas celle qui compte, ai-je dit doucement. Son visage s'est légèrement adouci. Ce n'est pas juste, Rebecca. Tu as toujours été précieuse pour cette entreprise. Sans toi, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Précieuse, pas aimée, pas respectée. Précieuse comme un actif au bilan. Quand Jason commence-t-il, ai-je demandé, changeant de sujet. Lundi prochain. Je l'annoncerai à la réunion du personnel. J'ai hoché la tête, me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Rebecca, a appelé mon père. Joyeux anniversaire. J'ai fermé la porte sans répondre. Dans les toilettes, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai regardé mon reflet. Je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Mince, pâle, avec des cernes sous les yeux. Quand étais-je devenu cette personne? Quand je suis retourné à mon bureau, il y avait une petite boîte cadeau qui m'attendait. À l'intérieur se trouvait un stylo en argent avec le logo de l'entreprise gravé. La carte disait « À de nombreuses années de succès, papa ». Le même stylo qu'il donnait à tous les cadres qui atteignaient 5 ans dans l'entreprise. Pas un cadeau personnel, une reconnaissance d'étape professionnelle. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Au lieu de cela, j'ai sorti un vieil album photo que ma mère avait gardé. Des photos de moi enfant gagnant des concours scientifiques, diplômé avec les honneurs, toujours à accomplir,
toujours à essayer de gagner l'amour qui aurait dû être donné librement. Sur la dernière page, il y avait une note que ma mère avait écrite avant de mourir. Souviens-toi qui tu es, Rebecca. Ta valeur n'est pas mesurée par la reconnaissance des autres. J'avais s'éclairci la gorge oublié cela. Quelque part en chemin, je m'étais perdu dans la quête désespérée de l'approbation de mon père. Alors que je fermais l'album, mon téléphone a sonné. C'était Amber. Joyeux anniversaire. Dis-moi que tu n'es pas encore au bureau. Je lui ai parlé de l'annonce de mon père. Ça suffit, a-t-elle dit fermement. Je viens. Cela appelle une glace d'urgence et une conversation sérieuse sur ton avenir. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvé en train de sortir mon ordinateur portable. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'actualise mon CV, ai-je répondu. La graine du changement avait été plantée, mais il faudrait encore 7 ans avant qu'elle ne fleurisse enfin. Cette promotion a marqué le début d'un nouveau chapitre, 7 longues années en tant que directrice des opérations, où j'ai continué à diriger l'entreprise tandis que Jason jouait au PDG. Il faisait une apparition rapide pour les réunions importantes avec les clients que j'avais préparés, s'appropriait le crédit de mes stratégies et disparaissait pendant des semaines pour développer de nouvelles relations commerciales sur les terrains de golf et les yachts. Pendant ces 7 années, le mariage de Jason avec Melissa s'est effondré. Ils ont divorcé quand Emma avait 3 ans, et les visites de Jason à sa fille sont devenues de plus en plus rares. Ses priorités étaient claires, lui-même d'abord, toujours. Pendant ce temps, j'ai continué à exceller dans mon rôle, étendant l'entreprise aux États voisins et augmentant nos revenus annuels à près de 10 millions de dollars. Chaque succès ne semblait que renforcer le statu quo. Jason comme figure de proue, moi comme bête de somme. Au moment où j'ai eu 37 ans, j'avais depuis longtemps cessé d'attendre de la reconnaissance. J'avais fait la paix avec mon rôle, du moins c'est ce que je pensais. Mais quelque chose était sur le point de tout changer. 7 ans après ma promotion, quand j'avais 37 ans, quelque chose m'a finalement poussé à bout. L'entreprise venait d'enregistrer son trimestre le plus rentable à ce jour, en grande partie grâce à un nouveau contrat de distribution que j'avais obtenu après des mois de négociations. Lors de la réunion des cadres pour discuter des résultats trimestriels, Jason a annoncé des coupes budgétaires dans tous les départements pour augmenter les marges de profit. Ces coupes incluront un gel de tous les bonus et augmentations, a-t-il déclaré, sans me regarder dans les yeux. Après que les autres cadres soient sortis, je l'ai confronté. L'entreprise vient d'avoir son meilleur trimestre. Pourquoi coupons-nous les budgets? Jason a souri. Stratégie, ma sœur. Papa et moi avons des investissements majeurs prévus. Quels investissements, ai-je demandé. C'est la première fois que j'en entends parler. Au-dessus de votre niveau de compétence, a-t-il répondu, fermant son ordinateur portable. Les directeurs des opérations n'ont pas à se soucier de la stratégie financière de haut niveau. Quelque chose dans son ton. Le rejet désinvolte combiné à la certitude suffisante que je ne le contesterai pas a brisé quelque chose en moi. 7 ans à réprimer ma colère, à accepter ma place, sont soudain devenus insupportables. Ce soir-là, j'ai décidé d'enquêter sur les investissements exacts qu'il prévoyait. En tant que directrice des opérations, j'avais accès à la plupart des dossiers de l'entreprise, mais il y avait certains documents financiers que seuls mon père et Jason pouvaient consulter. J'ai remarqué des divergences dans notre compte principal. Plusieurs retraits importants sans numéro de facture correspondant, chacun juste en dessous de 50 000 $, assez petit pour éviter de déclencher l'exigence de double signature pour les transactions importantes. J'avais besoin des relevés de transactions complets pour comprendre ce qui se passait. Mon père était en voyage et son bureau était verrouillé, mais je savais où était gardée la clé de rechange. Dans le dossier numérique, j'ai trouvé 5 transferts suspects datant de 6 mois plus tôt, totalisant 247 000 $. En recherchant la documentation physique correspondante dans les archives confidentielles de mon père, j'ai découvert un dossier marqué « Planification successorale ». À l'intérieur, j'ai trouvé les autorisations signées de mon père pour transférer l'argent du compte principal de l'entreprise à un compte personnel au nom de Jason. La justification, avance sur les bénéfices futurs pour les investissements. De l'argent qui provenait directement des profits que j'avais générés avec les contrats que j'avais conclus. Dans le même dossier, j'ai trouvé un document datant de 3 ans, un testament où mon père avait laissé la maison familiale, notre seul véritable actif exclusivement à Jason. Dans le coin du document, une note manuscrite, Rebecca gérera toujours. Elle s'est travaillée dur.
La maison familiale, celle que ma mère avait amoureusement décorée. Où j'avais grandi, le dernier lien physique avec elle, irait à Jason, qui y avait à peine vécu après l'université. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement calme. J'ai discrètement consulté un ami avocat qui a confirmé que les transferts étaient légalement discutables car ils n'étaient pas correctement documentés comme des dividendes ou des prêts. Vous pourriez potentiellement intenter un procès, m'a-t-il dit. Mais ce serait coûteux, chronophage et détruirait probablement à la fois l'entreprise et toute relation avec votre famille. De plus, votre père pourrait prétendre qu'il s'agissait de distributions anticipées sur les bénéfices futurs, ce qui pourrait être juridiquement défendable compte tenu de son intérêt majoritaire. Cette nuit-là, j'ai regardé la photo de ma mère sur ma table de chevet. Tu avais raison, maman, ai-je chuchoté. Il est temps que je prenne soin de moi. L'ampleur de la trahison était écrasante. Pas seulement l'argent, bien que 247 000 $ soit une somme énorme, mais la manière calculée dont il l'avait caché de moi. Le mépris désinvolte de mes contributions. Et le plus douloureusement, la preuve noire sur blanc que je ne serais jamais considéré comme une égale. 7 ans j'avais continué à espérer que les choses changeraient. 7 ans à me dire que si je travaillais juste plus dur, réalisais plus, prouvais ma valeur au-delà de tout doute, mon père me verrait enfin comme digne. La réalisation que rien ne serait jamais suffisant m'a frappé avec la force d'un coup physique. J'en avais fini d'attendre une approbation qui ne viendrait jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je savais exactement ce que je devais faire. Je me suis habillé avec soin dans mon meilleur costume, celui que je réservais pour rencontrer nos clients les plus importants. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué du maquillage avec précision, et même mis les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait laissées. Aujourd'hui, j'avais besoin de sa force. Quand je suis arrivé au bureau, mon père était déjà là, café à la main, examinant des papiers à la table de conférence. « Tu as bonne mine aujourd'hui », a-t-il commenté, me jetant à peine un coup d'œil. Réunion client? Non, ai-je répondu en posant mon sac. Je voulais te parler de quelque chose que j'ai trouvé hier. Son expression n'a pas changé, mais j'ai remarqué que ses doigts se serraient légèrement autour de sa tasse de café. Oh, qu'est-ce que c'est? Je finalisais le rapport trimestriel et j'ai remarqué quelques divergences dans le compte principal. Alors, j'ai vérifié les relevés de transactions. Maintenant, il a levé les yeux, ses yeux se rétrécissant. Tu étais dans mon bureau? J'avais besoin des dossiers pour faire mon travail, ai-je répondu calmement. C'est là que j'ai trouvé les autorisations de transfert. 5 transferts distincts totalisant 247 000 $ vers le compte personnel de Jason, chacun juste en dessous du seuil de double signature. Mon père a posé lentement son café. Ces transferts étaient une décision commerciale, Rebecca, pas quelque chose pour lequel tu avais besoin d'être consulté. Une décision commerciale de transférer les bénéfices de l'entreprise vers le compte personnel de votre fils. Des profits générés en grande partie par mon travail. L'argent reste dans la famille, a-t-il dit avec dédain. Jason investit pour son avenir, pour l'avenir de cette entreprise. Quels investissements a-t-il fait jusqu'à présent, ai-je demandé. Mon père a hésité. C'est entre Jason et moi. J'ai aussi trouvé ton testament, ai-je continué, ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. La note que tu as écrite à mon sujet était particulièrement éclairante. La couleur a fui son visage. Tu n'avais pas le droit de regarder ces documents. Et tu n'avais pas le droit de me voler mon avenir, ai-je rétorqué. 8 ans à m'épuiser à construire cette entreprise. Puis 7 autres années à la diriger pendant que Jason jouait au PDG. Pourquoi? Pour que tu puisses tout donner à Jason de toute façon. Pendant un instant, il a semblé sincèrement tiraillé. Rebecca, c'est compliqué. Le monde des affaires, c'est encore un monde d'hommes à bien des égards. Jason fera face à des défis que tu ne comprends pas. Ne me prends pas de haut, ai-je dit froidement. Jason n'a jamais affronté un défi dans sa vie que tu n'aies pas résolu pour lui. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires, a-t-il dit en se levant. Jason a besoin de capitaux pour s'établir, pour créer des contacts, pour représenter cette entreprise comme un leader le devrait. Et moi, non. Parce que je suis une femme ou parce que je suis juste la personne fiable sur qui on peut toujours compter pour prendre le relais?
Ce n'est pas juste, Rebecca. Tu as été rémunérée pour ton travail. J'ai ri amèrement. Rémunérée avec un salaire à peine supérieur au prix du marché pendant que Jason reçoit des cadeaux, des voyages, une maison, et maintenant près d'1/4 de million d'argent de l'entreprise. Tu as toujours eu un toit sur la tête, de la nourriture sur ta table. J'ai payé ces choses moi-même, ai-je interrompu. Avec l'argent que j'ai gagné, de l'argent pour lequel tu m'as constamment sous-payé tout en me disant que je construisais quelque chose pour l'avenir. Un avenir dans lequel tu n'avais jamais l'intention de m'inclure. Il s'est frotté les tempes, clairement frustré. Qu'est-ce que tu veux, Rebecca? Un bonus? D'accord. J'autoriserai $20 000. L'insulte était si profonde que j'ai failli ne plus respirer. 15 ans de dévouement, $247 000 volés sous mon nez, et il pensait que $20 000 arrangerait les choses. Je veux ce que j'ai gagné, ai-je dit doucement. Une part égale de la propriété avec Jason et des rappels de salaire pour toutes les années où tu m'as sous-payé alors que je dirigeais essentiellement cette entreprise. Mon père m'a regardé comme si j'avais deux têtes. C'est ridicule. Tu ne peux pas t'attendre. Pourquoi pas? Parce que je suis ta fille, pas ton fils? Parce que je ne suis pas allé aux bonnes écoles ou que je n'ai pas joué au golf avec les bonnes personnes? Parce que Jason est mon héritier, a-t-il claqué, révélant enfin la vérité qui avait toujours plané sous la surface. Le mot est resté en suspens entre nous. Héritier, pas parce que Jason était plus qualifié. Pas parce qu'il avait travaillé plus dur. Simplement parce qu'il était le fils, ai-je hoché la tête lentement, un étrange calme s'installant en moi. Je vois. Merci d'avoir enfin été honnête. Rebecca, a-t-il commencé, son ton s'adoucissant, réalisant qu'il en avait trop dit. Non, j'ai levé la main. Ne le fais pas. Au moins maintenant je sais où j'en suis. Je me suis retourné et suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à rédiger ma lettre de démission. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Je voyais enfin ma situation clairement, sans la distorsion de l'espoir ou de l'obligation familiale. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amber. Déjeuner aujourd'hui? Je suis près de ton bureau. J'ai tapé en retour, oui, et amène ton ami agent immobilier. Je pense que je suis enfin prête à acheter ce condo que nous avons visité. Il était temps de construire quelque chose pour moi-même. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon petit appartement loué tandis que Jason vivait dans la maison que mon père lui avait achetée et j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires pour mon propre cabinet de conseil. J'ai soigneusement examiné mon contrat de travail. Comme prévu, il y avait une clause de non-concurrence, mais elle était mal rédigée et interdisait seulement de travailler exactement dans le même segment, la distribution alimentaire. Un cabinet de conseil en gestion d'entreprise serait techniquement un domaine différent. Le lendemain, je suis entré dans le bureau de mon père et j'ai posé ma lettre de démission sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, confus. « Je pars, papa. Je monte ma propre entreprise. » Il a ri. « Avec quel argent? Avec quel client? Tu as besoin de cette entreprise, Rebecca. » En fait, je pense que c'est l'inverse, ai-je répondu calmement. En tant qu'actionnaire minoritaire avec seulement 15%, j'ai peu d'options à part partir. Merci de m'avoir appris qu'un bon enfant travaille dur. J'ai retenu la leçon. Avant de quitter son bureau, je me suis tourné vers lui. Oh, et je sais pour les $247 000 que tu as transférés à Jason et pour le testament. La couleur a fui son visage. Je suis sorti en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de la recherche d'approbation de quelqu'un qui ne la donnerait jamais vraiment s'était enfin levé de mes épaules. Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau. Les employés ont regardé avec confusion alors que j'entassais 15 ans de ma vie dans une seule boîte en carton. « Vous partez ?» a demandé Maria de la comptabilité, qui était dans l'entreprise avant même mon arrivée. « Je monte mon propre cabinet de conseil », lui ai-je dit avec un sourire. Ses yeux se sont écarquillés. « Vraiment ? C'est... Waouh. Que dit votre père? Il pense que je vais échouer, ai-je répondu honnêtement. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'est penchée. Pour ce que ça vaut, nous savons tous qui gère vraiment les choses ici.
Si quelqu'un peut réussir, c'est vous. À la fin de la journée, 3 employés m'avaient discrètement demandé si je recrutais bientôt. Chez moi, j'ai aménagé un bureau de fortune dans ma salle à manger. Mes économies n'étaient pas substantielles. 43 000 $ après des années à payer les factures médicales de ma mère, mais ce serait suffisant pour louer un petit bureau et me soutenir pendant quelques mois jusqu'à ce que j'obtienne des clients. Démarrer une entreprise n'était pas aussi simple que je l'avais imaginé. Il y avait des licences à obtenir, des assurances à souscrire, du matériel marketing à créer. Chaque étape coûtait de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller. J'ai passé des heures à rechercher les solutions les plus rentables, en faisant en sorte que chaque dollar compte. J'ai passé le week-end à créer un site web, des cartes de visite et un plan d'affaires formel. Le lundi matin, j'ai signé un bail pour un modeste bureau en centre-ville. Mon père a appelé ce soir-là. C'est ridicule, Rebecca. Tu jettes tout ce que nous avons construit. Tout ce que j'ai construit, les jeux corrigés. Et je ne le jette pas. Je construis enfin quelque chose pour moi-même. Tu reviendras dans un mois quand tu n'auras plus d'argent, a-t-il prédit. Cette petite crise de colère ne te mènera nulle part. Ce n'est pas une crise de colère, papa. C'est une décision commerciale, tout comme ta décision de transférer 247 000 $ à Jason sans me consulter. Il est resté silencieux un instant. J'ai toujours pensé que tu comprenais ce que signifiait la famille, la loyauté. Je comprends. C'est pourquoi je suis resté 15 ans, m'épuisant au travail pendant que tu donnais tout à Jason. Mais maintenant je comprends autre chose aussi. La loyauté devrait être réciproque. Jason est aussi de la famille, a-t-il dit défensivement. Oui, il l'est. La différence est que tu le traites vraiment comme tel. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai créé un profil LinkedIn annonçant ma nouvelle entreprise. Au matin, j'avais des messages de 3 anciens clients qui s'informaient sur mes services. J'ai été prudente dans mes réponses, consciente de la clause de non-concurrence. Bien que je ne puisse pas travailler directement dans la distribution alimentaire, ai-je écrit, mon nouveau cabinet de conseil se concentre sur l'efficacité opérationnelle et les systèmes de gestion, des domaines où j'ai une vaste expérience qui pourrait bénéficier à diverses industries. C'était une ligne fine à suivre, mais j'étais déterminé à rester dans la légalité. La dernière chose dont j'avais besoin était un procès de mon père. Le premier mois a été le plus difficile. J'avais un petit client qui m'a donné une chance, mais le revenu couvrait à peine le loyer de mon bureau. J'ai commencé à me demander si mon père avait raison, si j'allais échouer et être forcé de revenir en rampant. Non, j'ai refusé de laisser cela arriver. Je vivrais de nouilles instantanées plutôt que de lui donner cette satisfaction. Si vous avez déjà eu à prendre une décision difficile concernant votre famille, laissez un commentaire. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Ce n'était que le début de mon voyage. La route à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis des années, c'était ma route à choisir. Rebecca, tu réagis de manière excessive, a dit mon père lorsqu'il m'a confronté sur le parking le lendemain. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger l'héritage familial. Quel héritage, papa? L'héritage d'exploiter ta propre fille. De lui faire croire que sa valeur dépend de son travail acharné. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires, a-t-il répondu, irrité. Jason est un homme. Il a besoin d'eux. Arrête, les jeux interrompus. Je ne veux plus entendre d'excuses. Je pars. Et bien que je ne puisse pas prendre de clients directement en raison du contrat, tout le monde sait qui a vraiment maintenu ces relations. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il crié. C'est une trahison. Non, papa. La trahison, c'est ce que tu m'as fait toutes ces années. Et ta part dans l'entreprise, a-t-il demandé, essayant de m'intimider. Je garde mes 15%. Quand l'entreprise vaudra quelque chose à nouveau, fais-le-moi savoir, ai-je répondu en montant dans ma voiture. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la façon dont ma mère avait affronté son cancer avec dignité, ne laissant jamais la maladie définir qui elle était. C'était maintenant mon tour d'affronter ma propre bataille avec la même force. Le premier mois de ma nouvelle entreprise a été plus difficile que prévu. Malgré l'intérêt d'anciens clients, beaucoup hésitaient à s'engager pleinement. Mon père avait apparemment passé des appels suggérant que j'étais instable et que ma nouvelle entreprise était vouée à l'échec. Je travaillais depuis mon petit bureau,
une ancienne pièce de rangement au-dessus d'un café. Le loyer était abordable, 750 $ par mois, mais c'était loin de la suite exécutive que j'avais laissée derrière moi. Chaque matin, j'arrivais à 7 heures, préparais une cafetière et commençais à démarcher des clients potentiels. Chaque soir, je rentrais épuisé, mais avec un autre type de fatigue, la satisfaction de construire quelque chose par moi-même. La courbe d'apprentissage était raide. J'avais passé des années à gérer les opérations de l'entreprise de mon père, mais j'avais peu d'expérience dans les ventes, le marketing ou les dizaines de tâches administratives qui accompagnent la possession d'une entreprise. J'ai fait des erreurs dans une campagne publicitaire qui a englouti 5 000 $ avec des résultats minimes. Une structure de prix qui sous-évaluait mes services, un bail de bureau mal négocié. Chaque échec m'a appris quelque chose de précieux. J'ai ajusté, adapté et continué d'avancer. 6 semaines plus tard, j'ai décroché mon premier client important. Une chaîne d'épicerie régionale avec laquelle j'avais travaillé chez mon père m'a contacté directement. « Votre perspicacité nous manque », m'a dit le directeur des achats pendant le déjeuner. « Les choses n'ont pas été les mêmes depuis votre départ. Mon contrat contient une clause de non-concurrence, lui ai-je rappelé prudemment. Il a souri. Pour la distribution alimentaire, nous vous engageons comme consultante en gestion pour optimiser nos opérations. C'est un service complètement différent. La distinction était étroite mais importante. Je ne les aidais pas à s'approvisionner ou à distribuer des produits alimentaires. Je les conseillais sur leur système et processus internes. Mon avocat a confirmé que cela tiendrait probablement si c'était contesté, bien que ce ne soit pas sans risque. J'ai passé 2 semaines à analyser leur processus, puis j'ai livré un plan d'efficacité complet qui leur ferait économiser 178 000 $ par an. Lorsque j'ai présenté mes conclusions, le PDG était présent. « C'est un travail exceptionnel », a-t-il dit après, me serrant la main. « Qui d'autre fait partie de votre équipe ? » « Juste moi, pour l'instant, ai-je admis. »« Eh bien, vous avez fait ce que 3 consultants précédents n'ont pas pu. Nous aimerions vous mettre sous contrat mensuel. » Juste comme ça, j'avais un revenu stable. En quelques jours, la nouvelle a commencé à se répandre. Un autre client a appelé, puis un autre. Mon père est apparu à mon bureau sans prévenir un après-midi. Il a regardé le petit espace avec un mépris non dissimulé. « Alors, c'est pour ça que tu nous as quittés. Ce placard ? » J'ai continué à taper sur mon ordinateur portable. « Tu avais besoin de quelque chose, papa. Jason a des difficultés avec le compte Miller. Il menace d'annuler leur contrat. » Bien sûr qu'il le faisait. Le compte Miller avait été ma relation depuis le début. « C'est regrettable, ai-je répondu, sans toujours lever les yeux. « Tu pourrais aider, a-t-il dit, son ton s'adoucissant légèrement. « Reviens en tant que consultante. Nous te paierions bien. » Enfin, j'ai croisé son regard. « Tu veux que je répare le désordre de Jason ? » « Je veux que tu aides l'entreprise familiale, » a-t-il corrigé. « L'entreprise dont Jason possède 60%? L'entreprise que j'ai mis 15 ans à construire pour n'en recevoir que 15%? Il a soupiré lourdement. « Rebecca, cette obstination ne te ressemble pas. »« Tu as raison, ai-je admis. » L'ancienne Rebecca aurait tout laissé tomber pour aider, peu importe comment elle était traitée. La nouvelle Rebecca se valorise plus haut. C'est ça le problème ? L'argent ? Je t'ai dit que nous pouvions discuter d'honoraires de consultant. Il n'a jamais été question d'argent, papa. Il s'agissait de respect, de reconnaissance, d'être valorisé pour mes contributions au lieu d'être prise pour acquise. Il a semblé sincèrement perplexe. J'ai toujours valorisé ton travail. Mais pas moi, ai-je dit doucement. Jamais moi, juste ce que je pouvais produire pour toi. Pendant un instant, quelque chose comme une prise de conscience a traversé son visage. Puis c'est parti, remplacé par l'expression professionnelle que je connaissais si bien. Le contrat Miller vaut 1,2 million de $ par an, a-t-il dit. Pense à ce que tu refuses. J'y pense, ai-je répondu. Je pense aussi à ce que je gagne. Le respect de soi vaut plus que n'importe quel contrat. Après son départ, je suis resté assise en silence pendant longtemps. 15 ans à chercher son approbation, et j'avais finalement cessé de me soucier de l'avoir ou non. La libération était vertigineuse. Dans les semaines qui ont suivi,
j'ai reçu des appels de plus en plus désespérés de mon père et de Jason. L'entreprise chancelait sans moi. Des clients importants annulaient des contrats parce qu'ils refusaient de travailler avec Jason. S'il te plaît, Rebecca, nous avons besoin de toi, a supplié Jason au téléphone. Nous pouvons renégocier ta part. Et si c'était 30%? Vous avez besoin de moi maintenant, ai-je répondu. C'est drôle comme les choses changent quand l'argent commence à manquer. Mon père a essayé une autre approche. Ma fille, nous avons toujours su que tu étais talentueuse. C'est pourquoi j'ai besoin que tu reviennes. L'entreprise est aussi ton héritage. Mon héritage? J'ai ri amèrement. Tu as volé mon héritage quand tu as transféré 247 000 $ à ton fils préféré. De l'argent que j'ai généré. Maintenant, je construis mon propre héritage. Leur avocat m'a contacté avec une offre formelle de racheter ma part dans l'entreprise. La valeur était insultante, mais j'ai conservé l'offre. Elle pourrait être utile plus tard. Pendant ce temps, ma propre entreprise progressait régulièrement. J'ai embauché ma première employée, Maria, la comptable de l'entreprise de mon père, qui m'avait discrètement soutenu le jour de mon départ. Elle a apporté des informations précieuses et, plus important encore, une connaissance directe du fonctionnement exact de l'entreprise familiale. Ton frère a licencié 3 personnes la semaine dernière, m'a-t-elle dit pendant le déjeuner. De bonnes personnes qui étaient dans l'entreprise depuis des années, il a dit qu'elles étaient déloyales pour avoir remis en question ses décisions. J'ai secoué la tête. Quel genre de décision? Il réduit les coûts sur le contrôle qualité, change de fournisseur pour des alternatives moins chères sans considérer la fiabilité. Les opérations sont un désordre depuis ton départ. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour les employés pris au milieu de ce drame familial. Ils n'avaient rien fait de mal. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche un poste, envoyez-le-moi, lui ai-je dit. Je ne peux pas embaucher tout le monde, mais je pourrais peut-être aider certains d'entre eux. Maria s'est avérée inestimable, non seulement pour ses compétences en comptabilité, mais aussi pour ses contacts. Elle connaissait tous les fournisseurs, tous les contacts clients et tous les employés qui pourraient chercher un changement. Elle est devenue mon bras droit à mesure que l'entreprise grandissait, devenant finalement notre directrice financière à mesure que nous nous développions. Vous êtes différente comme patronne, m'a-t-elle dit un jour après que nous ayons décroché un client particulièrement difficile. Vous écoutez vraiment les idées. Vous donnez du crédit là où il est dû. J'ai appris des erreurs de mon père, ai-je simplement répondu. L'embauche représentait un engagement financier important. Chaque nouvel employé signifiait un salaire, des avantages sociaux, un espace de bureau, de l'équipement. J'ai calculé les chiffres de manière obsessionnelle, m'assurant que chaque embauche générerait suffisamment de revenus pour justifier la dépense. J'ai grandi plus prudemment que je n'aurais pu le souhaiter, mais la durabilité était ma priorité. À la fin de mon 3e mois d'activité, j'avais 3 employés et un bureau qui ne semblait plus exigu. Ma liste de clients grandissait, principalement grâce au bouche à oreille. Un soir, alors que je me préparais à quitter le bureau, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Rebecca Carter, ai-je répondu. Mademoiselle Carter, ici Thomas Wilson de Northeastern Food Distributor. Mon cœur a fait un bond. Northeastern était le plus grand distributeur de notre région et le plus grand concurrent de mon père. Que puis-je faire pour vous, monsieur Wilson? J'ai entendu de bonnes choses sur votre travail de consultante. Nous cherchons à optimiser nos opérations dans la région de l'Ohio. Seriez-vous intéressé à discuter d'une collaboration potentielle? Travailler avec le concurrent de mon père serait la déclaration d'indépendance ultime. Cela briserait probablement aussi toute chance de réconciliation restante avec ma famille. Je serais ravi de vous rencontrer, me suis-je entendu dire. Quand cela vous arrange-t-il? Nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Alors que je raccrochais, mon téléphone a sonné immédiatement. Cette fois, c'était mon père. Je viens d'avoir Tom Wilson au téléphone, a-t-il dit sans préambule. Il t'approche pour du conseil. La nouvelle se répandait vite dans notre industrie. Dans notre petite communauté d'affaires, les cadres dînaient dans les mêmes restaurants et appartenaient au même club de golf. La rumeur de la fille rebelle de Robert Carter qui créait sa propre entreprise faisait parler d'elle depuis des semaines. Oui, nous nous rencontrons la semaine prochaine, ai-je confirmé. Tu ne peux pas faire ça, Rebecca. Ils sont notre plus grand concurrent.
Ce serait une trahison directe de ta famille. Je ne travaille plus pour toi, papa. Je peux rencontrer qui je veux. Si tu fais ça, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Tu n'es plus ma fille. Les mots auraient dû faire mal. Au lieu de cela, ils ont tout clarifié. Papa, ai-je dit doucement. J'ai cessé d'être ta fille au moment où tu as décidé que Jason était le seul enfant qui comptait. Je ne fais qu'accepter enfin ce que tu savais depuis toujours. Cette fois, c'est moi qui ai raccroché la première. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que je faisais enfin le deuil de la relation avec mon père que je n'avais jamais vraiment eu et que je n'aurais jamais. La réunion avec Northeastern s'est bien passée, mais je l'ai abordée avec prudence. J'ai clairement indiqué que même si je pouvais les aider à optimiser leur système, je ne partagerais aucune information propriétaire sur l'entreprise de mon père. Ils ont respecté mon éthique et nous avons signé un contrat la semaine suivante. Ce fut une étape importante, mon premier client qui n'avait aucun lien avec mon travail précédent. Un client que j'avais entièrement gagné par mon propre mérite. À mesure que mon entreprise grandissait, ma confiance aussi. La femme qui avait passé des années à chercher la validation disparaissait, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. 6 mois plus tard, mon cabinet de conseil comptait 5 employés et une liste de clients en croissance. Bien que je ne puisse pas approcher directement les clients de mon père en raison de la clause de non-concurrence, beaucoup m'ont cherché d'eux-mêmes après avoir appris mon départ. J'ai loué un petit mais élégant bureau en centre-ville et, pour la première fois de ma vie, j'étais complètement maîtresse de mon destin. C'est alors que j'ai reçu la nouvelle. L'entreprise de mon père était au bord de la faillite. Jason avait fait des prêts risqués et perdu des contrats importants. Mon père est apparu à mon bureau sans prévenir. Rebecca, a-t-il dit avec des yeux fatigués et des cheveux plus gris que dans mon souvenir. J'ai besoin de ton aide. L'entreprise coule. Qu'est-il arrivé à tout cet argent que tu as transféré à Jason, ai-je demandé calmement. Il a regardé le sol. Jason a tout investi dans un stratagème de crypto-monnaie qui promettait des retours rapides. Il a perdu jusqu'au dernier centime lorsque la plateforme s'est effondrée. L'histoire complète est sortie lentement. Jason avait rencontré un conseiller financier dans un club de golf qui l'avait convaincu d'investir dans une nouvelle crypto-monnaie garantie de multiplier sa valeur en quelques mois. Sans faire de diligence raisonnable, Jason avait transféré les 247 000 $ dans le stratagème. Lorsque mon père l'avait interrogé, Jason avait insisté que c'était une affaire sûre. 3 mois plus tard, la plateforme avait disparu du jour au lendemain avec des milliers de dollars d'investisseurs. Le FBI enquêtait, mais il y avait peu d'espoir de récupérer des fonds. Je lui ai fait confiance, a dit mon père, la voix creuse. Je pensais que lui donner cette responsabilité le ferait grandir. Au lieu de cela, cela a nourri ses pires instincts, ai-je répondu. Comme tu l'as toujours fait. Il n'a pas nié. Rebecca, s'il te plaît. C'est différent. L'entreprise que ta mère a aidé à construire. Ne le fais pas, les jeux interrompus, ma voix coupante. N'utilise pas maman pour me manipuler. Elle aurait le cœur brisé de voir comment tu m'as traité toutes ces années. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'essayais juste d'assurer l'avenir de l'entreprise en donnant tout à Jason. Comment ça a marché? Il n'avait pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi, ai-je finalement demandé. Reviens. Aide-nous à restructurer. Sauve l'entreprise. Comme quoi? Une employée, une consultante, ou une associée égale avec Jason? Il a hésité. Nous pouvons discuter des termes. Non, ai-je dit fermement. Plus de discussion. Plus de vagues promesses. Si tu veux mon aide, Jason démissionne de son poste de PDG, et la propriété est partagée également entre nous trois, 33,3% chacun. Ce n'est pas. Ce sont mes conditions. Prends-les ou laisse-les. Il est resté là, le conflit évident sur son visage. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait accepter. Puis son expression s'est durcie. Tu es déraisonnable. Jason est toujours mon fils. Et je suis toujours ta fille. La différence, c'est que j'ai prouvé ma valeur à l'entreprise, tandis que Jason l'a presque détruite. Il a fait des erreurs, a admis mon père. Mais avec ton aide.
Mon aide vient avec des conditions maintenant, papa. Je ne suis plus cette petite fille désespérée cherchant ton approbation. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Tu sais, tu ressembles beaucoup à ta mère. Elle était têtue, elle aussi. Pour la première fois de notre conversation, j'ai souri. Merci. C'est la plus belle chose que tu m'aies jamais dite. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant longtemps, réfléchissant au choix que je venais de faire. J'aurais pu revenir. Aurais pu sauver l'entreprise familiale. Mais à quel prix pour mon respect de soi, pour la nouvelle vie que je construisais? Mon téléphone a sonné. C'était Amber. Salut, je viens de croiser ton père en sortant de ton immeuble. Tout va bien? Tout va bien, ai-je répondu, surprise de constater que c'était vrai. En fait, je pense que tout est enfin exactement comme il se doit. Ce week-end-là, j'ai fait une offre sur une petite maison, rien de fantaisiste, mais la mienne. En signant les papiers, j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis cette femme épuisée et sous-estimée qui avait travaillé des heures interminables pour un père qui ne reconnaîtrait jamais sa vraie valeur. Félicitations, propriétaire, a dit l'agent immobilier en me tendant un jeu de clés. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. J'ai appris plus tard que mon père avait mis la maison familiale en vente pour essayer de sauver l'entreprise. La maison où j'avais grandi, où ma mère avait vécu jusqu'à sa mort, appartiendrait bientôt à des étrangers. Cela a fait plus mal que prévu, mais j'ai compris que c'était nécessaire. Parfois, le passé doit être vendu pour payer les erreurs du présent. 2 ans ont passé, mon entreprise a grandi régulièrement et durablement. J'avais maintenant 12 employés et j'avais déménagé dans un espace de bureau plus grand. Mon approche était délibérée et prudente. J'avais vu de mes propres yeux ce qui se passait lorsque les entreprises se développaient trop rapidement sans base solide. Maria s'était avérée être une directrice financière exceptionnelle, mettant en œuvre des contrôles financiers et m'aidant à prendre des décisions stratégiques basées sur des données plutôt que sur l'émotion. Elle était devenue non seulement une collègue, mais une amie. Votre père m'a rappelé, m'a-t-elle dit un matin, il m'a offert le double de mon salaire pour revenir. Réfléchissez-vous, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Elle a ri. Pas une chance. J'aime vraiment venir travailler maintenant. L'entreprise familiale a finalement été vendue pour une fraction de sa valeur initiale afin de rembourser ses dettes. J'ai accepté une version révisée de l'offre de rachat de ma part de 15%, la valeur avait triplé depuis la proposition initiale, bien qu'elle fût toujours inférieure à ce qui était juste. Malgré cela, cela couvrait à peine mon investissement en avocat pour s'assurer que la transaction était légale. J'ai réinvesti la majeure partie de l'argent dans mon entreprise, l'utilisant pour moderniser notre technologie et embaucher 2 spécialistes qui ont apporté une nouvelle expertise à nos services. Le reste a été versé dans un fonds universitaire pour ma nièce Emma, la fille de Jason, qui avait maintenant 5 ans. Après le divorce de Jason et son déménagement, ses visites à Emma étaient devenues de plus en plus rares. Elle ne devait pas souffrir des erreurs de son père. Puis, un dimanche après-midi pluvieux, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Rebecca, c'était la voix de mon père, plus faible que dans mes souvenirs. J'ai besoin de ton aide. J'ai tout perdu. La maison, l'entreprise. Jason a déménagé au Colorado et ne répond pas à mes appels. Quand l'argent a manqué, il a simplement fui ses responsabilités. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, une touche de satisfaction, puis finalement de la compassion. De quoi as-tu besoin, papa, ai-je demandé. De l'argent, a-t-il répondu. Juste le temps que je me remette sur pied. Je promets que je te rembourserai. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, sois bon et travaille dur, exactement comme tu me l'as appris. Le silence à l'autre bout de la ligne était profond. Puis, sans rien dire de plus, il a raccroché. Je suis resté avec mon téléphone à la main, me demandant si j'avais été trop dur. Une partie de moi voulait le rappeler, lui offrir de l'aide malgré tout. La fille en moi désirait toujours son approbation, voulait toujours être la bonne enfant qui travaillait dur, mais la femme d'affaires que j'étais devenue savait mieux. Mon père devait faire face aux conséquences de ses choix, tout comme j'avais fait face aux miens. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ici Jason. Papa est chez moi maintenant. Il m'a dit ce que tu as dit. Vraiment chic, ma sœur.
J'ai failli rire de l'ironie. Jason, qui avait abandonné notre père quand l'argent avait manqué, me jugeait maintenant de ne pas être venu à son secours. J'ai tapé en retour, je suis contente qu'il soit en famille. Prends soin de lui. 3 jours plus tard, mon père a rappelé. Rebecca, a-t-il dit, sa voix différente d'une certaine manière, humble. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Oh, j'ai gardé un ton neutre. Toutes ces années, je n'ai cessé de te dire de travailler dur, d'être bonne, mais je n'ai jamais vu. Il a laissé sa phrase en suspens. Jamais vu quoi, papa? À quel point tu travaillais déjà dur, à quel point tu étais déjà bonne. Sa voix s'est légèrement brisée. Je t'ai tenue pour acquise. L'aveu m'a laissé bouche bée. Je ne demande plus d'argent, a-t-il poursuivi. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Trop tard probablement, mais je le vois. Quelque chose de serré dans ma poitrine a commencé à se défaire. Pas le pardon exactement, mais peut-être le début de la compréhension. Il n'est jamais trop tard pour commencer à voir les choses clairement, ai-je finalement dit. Je suis désolé, Rebecca, pour tout. Les mots que j'avais attendus pendant des décennies. Ils n'ont pas guéri toutes les blessures comme par magie, mais ils ont créé un espace pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Merci d'avoir dit ça, ai-je répondu. Jason ne me laisse pas vraiment rester avec lui, a-t-il admis après une pause. Il avait dit qu'il le ferait, mais quand je suis arrivé, il a prétendu que sa situation de colocataire rendait cela impossible. Je suis dans un motel maintenant. Bien sûr, Jason avait menti. Certaines choses ne changeaient jamais. Où logez-vous, ai-je demandé. Il a nommé un motel économique en périphérie de la ville. J'ai une chambre d'amis, me suis-je entendu dire. Ce n'est pas grand-chose, mais vous y êtes le bienvenu temporairement. Je ne pourrai pas. C'est juste une offre, papa. Prenez-la ou laissez-la. Après une longue pause, il a dit, merci, Rebecca. Je paierai un loyer. Bien sûr, nous nous débrouillerons, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, je n'étais pas sûr d'avoir pris la bonne décision, mais je savais que c'était ma décision à prendre, non pas motivée par un besoin désespéré d'approbation, mais par compassion, à mes propres conditions. Mon père a emménagé dans ma chambre d'amis le lendemain. C'était bizarre au début. Nous nous sommes tournés autour prudemment. 2 personnes avec trop d'histoires et trop de mots non dits entre elles. Mais lentement, jour après jour, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas la relation que nous aurions dû avoir depuis le début, mais quelque chose de plus honnête, de plus égal. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression de travailler pour gagner son amour. L'argent que j'ai reçu de la vente de mes actions à l'entreprise avant qu'elle ne soit vendue m'a donné un sentiment de clôture. Il ne s'agissait pas du montant, bien inférieur à ce que je méritais, mais de rompre enfin le dernier lien financier avec un passé qui m'avait tenu captive trop longtemps. Aujourd'hui, 3 ans après cet appel téléphonique, j'ai 42 ans et je dirige une entreprise de 50 employés. J'ai mis en œuvre des politiques de travail équitables, offrant à mes employés ce que je n'ai jamais eu, reconnaissance, opportunités de croissance et équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Maria, ma première embauche et maintenant notre vice-présidente exécutive, supervise notre division des services financiers élargis. Vous vous souvenez quand nous n'étions que nous 2 dans ce petit bureau, dit-elle parfois en riant. Regardez-nous maintenant. Mon père a finalement trouvé un emploi de gérant dans un petit magasin. Ce n'est pas l'empire dont il rêvait, mais c'est un travail honnête. Il lui a été difficile d'accepter un poste de gérant après avoir possédé sa propre entreprise pendant des décennies. Mais la nécessité est une excellente enseignante. L'humilité est venue tard pour lui, mais elle est venue. Nous nous parlons occasionnellement. Notre relation ne sera jamais parfaite, mais il y a un nouveau respect mutuel. Il ne vit plus avec moi. Après 6 mois dans ma chambre d'amis, il a économisé suffisamment pour un dépôt de garantie sur un petit appartement près de son travail. Le jour où il a déménagé, il m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Le loyer que je te dois » a-t-il dit. J'ai suivi chaque mois. J'ai essayé de refuser, mais il a insisté. Je dois faire ça, Rebecca, pour moi-même. J'ai compris. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de retrouver sa dignité, de montrer qu'il pouvait tenir parole. Sur mon bureau, je garde une photo de ma mère.
Parfois, je pense qu'elle serait fière de ce que je suis devenu. Non pas pour le succès financier, mais pour avoir enfin trouvé le courage de me valoriser. Jason a finalement dû travailler dur pour la première fois de sa vie. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il vendait des assurances à Denver et essayait toujours de trouver le prochain investissement qui allait changer sa vie. Il appelle rarement notre père et jamais moi. Sa relation avec Emma reste distante au mieux, des mois s'écoulant entre les visites. Certaines relations ne peuvent être réparées, et c'est normal. J'ai fait la paix avec cela. Je garde cependant le contact avec Emma. Elle a 8 ans maintenant, et je m'assure de lui envoyer des cadeaux d'anniversaire et de Noël chaque année. Je veux qu'elle sache qu'elle a une famille qui se soucie d'elle, indépendamment des choix de son père. Quant à moi, j'ai appris que travailler dur est important, mais travailler dur pour des gens qui vous valorisent vraiment est ce qui fait la différence. J'ai appris à fixer des limites claires et à reconnaître ma propre valeur. Faire passer mon entreprise d'une seule personne à 50 n'a pas été facile. Il y a eu des mois où je m'inquiétais de payer les salaires, des clients qui payaient en retard, des projets qui dépassaient le budget. Le chemin vers le succès n'était pas une ligne droite. C'était une série de hauts et de bas. Des leçons tirées des triomphes et des échecs. Contrairement à l'entreprise de mon père, qui avait été construite sur la hiérarchie et le favoritisme, j'ai créé une culture de transparence et de collaboration. Chaque employé, du niveau débutant au cadre, a une voix. La performance est reconnue en fonction des résultats, pas des relations. Ce matin, j'ai reçu un email de mon père. Il a suivi des cours du soir au collège communautaire pour étudier la comptabilité. À 67 ans, il se réinvente. Je voulais que tu sois la première à le savoir, a-t-il écrit. J'ai réussi mon examen de certification, je démarre ma propre petite entreprise de tenue de livres pour les entreprises locales. Rien de fantaisiste, mais c'est à moi. Je pense que je comprends enfin ce que tu voulais dire par construire quelque chose pour toi-même. J'ai souri en lisant ces mots. Non pas parce que tout était comme par magie guéri entre nous. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes, mais parce que nous avions tous deux trouvé nos propres chemins. Le mois dernier, j'ai été invité à parler à l'école de commerce de mon ancienne université. Le sujet était la construction d'entreprises résilientes. En regardant l'auditoire de jeunes visages ambitieux, j'ai partagé la leçon la plus importante que j'avais apprise. Le succès n'est pas mesuré par la difficulté avec laquelle vous travaillez pour l'approbation des autres. Il est mesuré par la construction de quelque chose qui reflète vos propres valeurs et votre vision. Une jeune femme m'a approché après. Votre histoire a vraiment résonné en moi, a-t-elle dit. Je travaille dans l'entreprise de ma famille, mais ils ne voient pas mes contributions. J'ai peur de partir, mais aussi de rester. Je me suis reconnu en elle. L'hésitation, l'espoir que les choses changeraient, la peur de s'en aller. La première étape est de croire que vous méritez mieux, lui ai-je dit. Tout le reste en découle. Parfois dans la vie, le plus grand acte d'amour est de s'éloigner des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur, même quand ils font partie de votre famille. Et parfois le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est la permission de construire quelque chose de nouveau. Travailler dur est important, mais travailler dur pour les bonnes raisons et les bonnes personnes fait toute la différence. Je m'appelle Rebecca. J'ai 42 ans, et je comprends enfin que ma valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance de mon père. Elle était en moi depuis le début, attendant que je la revendique. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous. Et rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous valoriser. C'est une décision que vous seul pouvez prendre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez vos propres histoires dans les commentaires.